suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule Aminata, notre héroïne. Qui est Aminata ? Toutes les femmes sont des Aminata potentielles. C'est un prétexte à la faveur de la visite sur notre plateau d'un auteur, un écrivain qui s'appelle Lawrence Hill. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'être venu nous parler d'Aminata. Je suis très content d'être ici. Avec nous sur le plateau, madame Berthe Mbella, bonjour. Bonjour Lady. Fidèle téléspectatrice de Lady vous écoute, je suis heureuse de vous voir. Enfin, être vue sans voir peut devenir gênant à la longue. Moi aussi, Lady, parce que je suis votre fan. Eh ben voyons. Vous êtes femme d'affaires, Madame Bella. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre émission, de nous parler de ce que vous faites, de réagir à notre discussion du jour, en vous rappelant que nous sommes en direct 01 45 55 76 87. Le numéro de téléphone magique, je sais qu'il est bousculé, mais il faut essayer dès que vous pouvez pour participer à notre émission. Sinon, adressez-nous vos courriels à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Lawrence Hill, écrivain, vous arrivez donc du Canada. Où vous vivez en réalité. Oui, je demeure à Toronto, oui. Vous avez écrit cet ouvrage, Aminata. On va le voir à l'écran en image arrêtée. Aminata. Qui est Aminata? Aminata est l'héroïne du roman. Oui. C'est une femme malienne, née aux alentours de 1745. Elle est née libre, mais vers 11 ans, elle s'est fait séquestrer par les gens qui font la traite d'esclaves. Alors, elle est amenée en Caroline du Sud en tant qu'esclave. Finalement, elle se libère, elle se rend à New York. Elle continue ses voyages, elle arrive au Canada. Et finalement, vers la fin de sa vie, elle retourne en Afrique, comme on fait beaucoup de Noirs qui sont arrivés aux États-Unis et par la suite au Canada. Alors, elle fait un trajet presque miraculeux au 18e siècle. Alors, il s'agit d'un roman historique suivant la vie d'une femme africaine. Nos téléspectatrices nous disaient il y a quelques éditions, on aurait besoin de connaître des héros. Faites-nous de temps en temps des portraits de personnages, de légendes pour que nous connaissions notre histoire. Et je disais, on le fera à la faveur de portraits de femmes, vu le contexte qui est le nôtre dans Lady vous écoute. Je voudrais rappeler que Aminata est un roman en anglais qui porte deux autres titres. Alors, il y a The Book of Negroes, et ça, c'est aux États-Unis, ou plutôt au Canada, The Book of Negroes. Et Negroes étant un mot un tout petit peu gênant à ce que vous nous en disiez aux États-Unis, il porte un tout autre titre qui est donc... Someone Knows My Name aux États-Unis. Someone Knows My Name, quelqu'un connaît mon nom. Berthe Mbella, est-ce que déjà le premier portrait de cette Aminata, héroïne de ce roman, est-ce que cela vous parle? Oui. Oui. Cela me parle. Qu'est-ce qui vous retient plus dans ce qu'il a dit? Ce qui me retient plus, parce que ça m'a fait un petit peu mal de comprendre la femme séquestrée. La femme séquestrée. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que la femme séquestrée, c'est l'image de la femme pas libre. Aujourd'hui, est-ce que c'est une image seulement ou est-ce qu'autour de vous, vous avez entendu dire, vous avez vu, vous avez lu qu'il est des femmes aujourd'hui qui pourraient se retrouver dans ce portrait de femme séquestrée, dans un autre registre, mais séquestrée quand même? Oui, il y en a. Et qui n'osent pas parler et qui restent dans leur anonymat. Donc, nous invitons toutes ces femmes qui se sentent séquestrées de se sentir libres et de nous rejoindre. Rejoignez-nous donc toutes dans cette émission. Vous êtes les bienvenus, messieurs, vous le savez bien. Nous parlons d'Aminata, notre héroïne à tous, un roman. On va rappeler l'éditeur tout de même. Il y a 3 éditeurs, donc, puisque le roman voyage, avant que de le découvrir en images à l'écran. En France, donc, Présence africaine? Oui, absolument. Présence africaine vient tout juste de publier le roman Aminata. Je suis bien content d'être ici pour appuyer ce lancement du livre. Quel aspect de la vie de cette Aminata a retenu le plus votre attention avant que vous ayez envie d'écrire ce roman? Surtout l'idée de la survie émotionnelle. Oui. Comment ça se fait qu'une personne est capable de survivre l'Holocauste ou le génocide en Rwanda ou la traite d'esclaves au 18e siècle sans perdre sa foi, sans perdre son désir de bien vivre, d'avoir des enfants, d'aimer d'autrui? Pour moi, il est presque miraculeux, non pas seulement que les gens ont survécu l'esclavage, mais ont survécu avec leurs émotions intactes. Alors, le roman est une méditation sur
la survie émotionnelle. Survie émotionnelle, survivre avec sa foi, cela vous parle, Berthe Mbella? Oui, justement, je voulais bondir sur ça. Rebondissez C'est donc. grâce à sa foi qu'elle a survécu. Oui. Parce que la foi, c'est la vie. Une fois qu'on a la foi, on peut surmonter toutes les épreuves. Parce que la supériorité de la vie par la foi, c'est là-dedans. La supériorité de la vie par la foi, le triomphe de la vérité, c'est un travail sur lequel vous vous êtes penché pendant, on va dire, allez hop, un peu plus qu'une 150aine de pages. Vous aurez l'occasion dans un autre contexte de nous en parler, notamment Croire au féminin, c'est notre émission du dimanche, vous l'aviez compris. Mais cette force qui vient, que l'on découvre, que l'on a à la faveur des épreuves, on ne sait pas toujours qu'on peut surmonter telle ou telle situation. Et en l'occurrence, Aminata, héroïne de votre roman, a dépassé tout cela. Oui, mais écoutez, il y a une vingtaine de millions de personnes qui ont fait exactement la même chose. On connaît tous quelqu'un, même aujourd'hui dans nos familles, dans nos rues, dans nos églises, dans nos communautés, qui ont survécu des cauchemars sans perdre le désir de continuer, d'avoir des familles, de s'engager dans nos communautés, de bien vivre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est unique à l'héroïne du roman. Mais quand même, c'est presque impossible à imaginer qu'une personne peut traverser l'océan comme ça, en otage, un esclave, pour se libérer par la suite, et ne pas être rempli par la haine ni l'amertume, mais d'être plutôt poussé par le désir d'aider d'autrui. Cet héroïsme qui se décline ici aujourd'hui au féminin, est-ce que c'est le propre des femmes, c'est la résilience, passer au-delà de situations, être stoïque vis-à-vis des difficultés de la vie? Lady, je salue la foi de cette Aminata. Parce que si elle, dans sa foi, elle n'a pas eu de haine. Je veux dire à tout le monde que la haine, c'est un mauvais instrument pour l'avenir. Parce que quand on est en train de surmonter les épreuves et qu'on a la foi, c'est d'autres qui voient les épreuves, mais vous-même, vous ne voyez pas, parce que vous avez une force naturelle qui est en vous. Reconnaissez-vous ce qu'elle nous décrit là, Aminata, l'héroïne de votre roman, ce que nous dit Madame de la vie vraie? Oui, Aminata, dans le roman, elle n'est pas tellement motivée par la foi personnelle. Elle est née dans une famille musulmane. Une fois arrivée en Amérique du Nord, elle est plutôt entourée par les chrétiens, mais elle perd un peu la capacité de croire en Dieu, mais c'est plutôt un engagement personnel, un engagement avec les gens avec lesquels elle vit, ses enfants, son mari, ses amis, la communauté noire en Amérique du Nord. C'est très difficile pour un esclave en Amérique du Nord de retenir une foi musulmane. Une fois arrivé là-bas, on est sévèrement puni si on essaie de faire pratiquer sa foi une fois arrivé en esclavage aux États-Unis ou au Canada. Alors, elle doit trouver autre manière de continuer de croire dans la vie. Nous allons prendre notre premier téléspectateur. Vous êtes à Toulouse. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Lily. Bonjour. Je voulais juste faire un peu remarquer que, bon, on en parle assez peu d'esclavage. Quand on sait que l'esclavage a duré 300 ans, c'est-à-dire de 1536 à 1846, par rapport, quand on voit le génocide des Juifs, qui a duré à peine 9 ans, on en parle tout le temps. Et l'esclavage, les Africains eux-mêmes, ils s'attirent peu sur ce sujet-là. C'est vraiment dommage, quoi, qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, on ne fait pas assez sur l'esclavage. Voilà ce que je voulais un peu dire, parce que c'est vraiment dommage. Merci pour votre appel. Madame disait que la haine empêche d'avancer. On l'a bien vu dans le contexte de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. La haine entretenue a longtemps été un frein pour les deux communautés blanches et noires. Oui, la haine est une barrière entre les gens, c'est sûr. La haine est aussi une barrière en ce qui touche le développement personnel. Comment est-ce qu'on peut vraiment continuer de bien vivre si on est rempli par l'amertume ou par la haine?
Alors, c'est un grand obstacle personnel, mais c'est compréhensible à la fois. Si on a subi vraiment des cauchemars, si on a perdu de manière temporaire notre liberté, comment est-ce qu'on réussit à ne pas glisser vers la haine? Alors, c'est miraculeux de garder notre foi, de garder notre désir de bien vivre. Lorsque l'on parle de la haine et de la capacité à dépasser cela, pensez-vous que les femmes soient plus actrices de cette réussite, en tout cas, pouvoir s'extirper des situations, ne pas rester les deux pieds figés, devoir se projeter vers l'avenir, penser aux enfants, sortir d'une situation? Monsieur parlait de génocide, de drame. Est-ce que c'est essentiellement féminin, cette aptitude-là, bien plus que masculine? Et si oui, pourquoi, à votre avis? À mon avis, c'est que la femme ne reste pas figée dans la haine. Lydie, si on reste à voir la haine, la personne qui vous fait du mal, les gens qui vous font du mal, vous ne pouvez pas vous développer dans ce monde. Parce qu'il faut dépasser la haine pour arriver au but. Aminata a dépassé la haine, malgré qu'elle n'était pas entourée avec les musulmans. Mais la foi, c'est pas religieux. La foi, c'est plutôt divine. La foi, c'est Dieu. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, musulman, chrétien, Aminata avait la foi, malgré qu'elle était éloignée de ces gens. Mais Aminata avait la foi, elle a survécu à cause de sa foi. Alors, Aminata, ça est aussi des actions de terrain. Vous avez là, entre ce roman que vous avez écrit, réalisé sur le terrain avec d'autres collaborateurs, d'autres collaboratrices, beaucoup de choses. Et je voudrais que nous puissions parler de ce que vous faites au Mali, par exemple, en Afrique, où vous avez tout de même eu à voyager. Oui, de jeune homme, je suis parti à 3 reprises vivre en Afrique de l'Ouest. Je suis allé au Niger, au Cameroun et au Mali. Je suis parti en tant que coopérant avec un groupe qui s'appelle Carrefour Canadien International. C'est surtout une organisation qui crée des amitiés entre les Canadiens et les gens au Mali, au Cameroun, au Niger et ailleurs en Afrique. Il s'agit des projets de développement communautaire pour améliorer la compréhension, la connaissance d'autrui, pour faire améliorer la position de la femme et des filles dans la société africaine. Alors, parfois, il s'agit des prêts, prêter des petites sommes d'argent aux femmes pour qu'elles puissent entreprendre des démarches commerciales. Parfois, il s'agit de promouvoir la participation politique de la part des femmes dans la société africaine. D'autres fois, il s'agit de protéger des femmes contre la violence domestique. Alors, il y a plusieurs activités initiées par Carrefour avec des partenaires africains. Alors, je suis parti à 3 reprises en tant que bénévole, coopérant avec Carrefour de jeune homme. Et ces voyages-là m'ont beaucoup touché, beaucoup inspiré, m'ont beaucoup aidé à écrire par la suite 7 livres. Des réactions à ces actions de terrain? Les actions de terrain, il en a encore beaucoup à voir. Vous savez, quand on vient souvent, on va vous présenter peut-être ce que vous voulez voir, mais le reste, on ne vous le présente pas. Pourquoi le choix des femmes? Les hommes pourraient se poser la question, parce qu'il y a les enfants en difficulté, il y a les personnes âgées. C'est vrai qu'il faut bien commencer par un aspect. Vous avez choisi celui des femmes. Quelle a été votre motivation? Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Généralement, on accepte que si on réussit à faire le développement communautaire qui aide les femmes, tout le monde en profite. Les enfants, les maris, les autres autour, comme étant une sorte de moteur économique ou social de la société africaine. Si on a de la femme et la fille, tout le monde en profite. C'est important de voir que les hommes sont engagés dans cette dynamique parce que souvent, ce sont les femmes qui sont au devant de la scène pour des causes qui les concernent. Et en l'occurrence, monsieur, à travers son livre, à travers les actions que vous faites avec vos collaborateurs, cela décale un peu les acteurs de la cause des femmes. C'est important aussi dans cette démarche. Les femmes sont devant la scène parce que sans la femme, on ne peut rien faire. Sans la femme, l'homme ne peut rien faire.
Derrière un grand homme se cache une femme. C'est derrière ou c'est à côté? Avec. Derrière, peut-être pourquoi? en avant. Parfois en avant aussi. Lady, Oui. derrière, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font avancer leurs hommes. C'est par beaucoup d'hommes sont avancés parce que derrière eux, il y a une femme qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et la femme ne garde pas la rancune parce que le mari ne m'a pas fait ça. C'est la femme qui entretient la maison. Même si elle ne travaille pas, c'est le ministre de l'économie. Opposition à la violence et lutte pour la liberté, développement de l'entrepreneuriat au féminin, alphabétisation juridique et participation politique des femmes. Ce sont les 3 thématiques, ce ne sont peut-être pas les seules, d'ailleurs d'autres vont émerger avec le temps et la connaissance du terrain. 3 thématiques sur lesquelles vous travaillez. Parlons donc de la violence et la lutte pour la liberté, en partant de la séquestration d'Aminata. Je le rappelle, qui est l'héroïne de votre roman. Concrètement, comment procédez-vous? Comment je procède en écrivant le roman, en décrivant, en dramatisant cette séquestration-là. Oui. Mais tout le monde connaît malheureusement le triste cauchemar qui était l'esclavage. On sait bien qu'environ 20 ou 30 millions de personnes ont été séquestrées, hommes et femmes et enfants, envoyés dans les Amériques, y compris au Canada, où l'esclavage a été pratiqué jusqu'à 1834 aussi. Généralement, les gens au Canada et les gens ailleurs au monde ne savent même pas l'histoire de l'esclavage au Canada, qui se déroule de manière parallèle à l'esclavage américain. De toute façon, les gens arrivent démunis au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais je crois qu'il s'agit de faire une erreur si on ne croit que ces gens-là sont tous des victimes et rien d'autre. Généralement, quand on utilise le mot esclave, on perd la capacité de voir le visage d'une femme, de voir son amant, de voir ses enfants, de voir tous les talents dans ses mains, de voir que dans mon cas, dans le cas d'Aminata, elle est sage-femme, elle aide les autres femmes à accoucher, tout en perdant ses propres enfants. On perd la capacité de visualiser l'humanité d'une personne en l'appelant une esclave. On ne voit que des chaînes autour des mains. Alors, mon objectif en écrivant le roman était de dessiner un portrait intime, quotidien, de comment ça aurait pu être la vie d'une femme qui n'est pas uniquement victime, mais qui est capable de diriger un peu sa vie, de se libérer et de faire affirmer ses propres valeurs. Alors, il s'agit plutôt d'une victoire au lieu d'un état de victimisation unique. Cette aptitude qu'ont les femmes, nous parlions de résilience tout à l'heure, à pouvoir dépasser certaines situations, à pouvoir continuer à être efficace malgré les difficultés du quotidien, cette aptitude, disais-je, est peut-être aussi la raison pour laquelle le monde entier, le reste du monde, je parle là des hommes, ne voit pas toujours que les femmes ont des difficultés puisqu'elle a un bras, elle a une jambe, elle fait quand même la cuisine, elle donne à manger à ses enfants, elle s'occupe de son ménage. Quelles que soient les difficultés dans les pays où la précarité est extrême, les femmes continuent quand même à être battantes, quand bien même elles seraient battues. Et finalement, on se demande, mais pourquoi militer pour les droits des femmes? Oui, Lady, les hommes le voient, mais c'est de l'égoïsme. Ils le voient. Les hommes voient parce que il y a certains hommes, sans leurs femmes, ils ne peuvent rien. C'est pas qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, mais voyez par exemple dans un ménage, si la femme voyage et qu'il laisse son homme seul dans la maison, quand vous rentrez, vous trouvez bien que la maison n'est plus comme vous l'avez laissée, parce qu'il ne peut, il peut pas s'en sortir. Moi, j'ai voyagé pour voir les endroits de l'esclavage, Lydie. C'est pas beau à voir. J'ai été voir les maisons qui sont au Bénin jusqu'aujourd'hui, là où vous pouvez même pas entrer. J'ai été voir l'arbre que vous devez tourner pour perdre la tête avant de monter dans le bateau. J'ai été là où les bateaux stationnaient. J'ai ramené même la terre. Je me suis courbée pour prendre la terre là où ils entraient. J'ai été en Guinée équatoriale pour voir comment ils entraient dans les tunnels. Vous voyez, j'ai voyagé et j'ai dépassé la haine. Il faut dépasser la haine pour arriver au but. Si l'esclavage est passé, alors on va dire que c'est de l'histoire ancienne, on pourrait parler comme cela, mais aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il est malheureusement encore des femmes qui, d'une certaine manière, sont
dans un présent d'esclavage. Oui. Absolument. Oui, absolument, il y en a dans les bureaux, dans les maisons, ou oui, parce qu'un homme refuse déjà. L'esclavage, ce n'est pas seulement entre les pays, mais dans les couples. Parce qu'il y a les hommes qui refusent de voir une femme à la tête. Je pense que je crois que Berthe parle surtout de l'inégalité domestique. Oui. Mais au niveau de l'esclavage même, de l'esclavage propre, les experts du monde contemporain estiment qu'environ 20 ou 30 millions de personnes actuellement, femmes, enfants et hommes, mais surtout femmes et filles, sont tenues en état d'esclavage aujourd'hui, un peu partout au monde. Ce sont surtout des cas d'esclavagisme sexuel où les filles, surtout des filles très très jeunes, sont physiquement obligés de participer dans une sorte d'esclavage sexuel. Oui. Alors, il y a environ 20 ou 30 millions de personnes actuellement qui sont tenues en état d'esclavage partout au monde. Et quand on sait donc les dommages qui ont été ceux de l'esclavage, on pourrait s'interroger sur le fait que cela puisse continuer, on va dire, au vu au su de tout le monde, puisque ces chiffres-là, ce sont des statistiques, c'est une réalité. Autour de soi, d'une manière ou d'une autre, on sait bien qu'il se passe des choses. Pourquoi l'humanité tout entière ne réagit pas à cet esclavagisme des femmes d'aujourd'hui? Mais il faut en parler, il faut le dramatiser, il faut en discuter dans nos écoles, dans nos rues, avec les gens. Parfois, on me demande pourquoi vous écrivez sur l'esclavage. J'allais vous poser la question, et surtout est-ce que le monde a écrivez-vous? besoin d'un autre roman en ce qui touche l'esclavage, l'esclavagisme? À quoi ça sert? Et moi, je réponds, l'injustice humaine continue de nos jours. On aura toujours l'obligation de confronter l'injustice dans la société. Même il y a des adaptations d'esclavagisme actuellement dans la société mondiale. Alors, on aura tous et toujours l'obligation de confronter et de se battre contre l'injustice. Alors, je réponds aux gens qui me disent pourquoi un autre roman sur l'esclavagisme que ça existe toujours et nos injustices continuent toujours. Alors, il faut les confronter. Moi, comme romancier, comme artiste, je les confronte en écrivant. Pour qui écrivez-vous? J'écris pour moi, j'écris pour mes enfants, mes 5 enfants, j'écris pour ma femme, j'écris pour la société, j'écris pour les lecteurs qui adorent lire. C'est ce mot que j'attendais pour la société. J'écris pour les gens qui veulent être touchés, qui veulent avoir une fenêtre qui les permet de voir le cœur humain et les battements du cœur. J'écris pour me livrer, pour me libérer et pour libérer autrui. Est-ce que pour toucher les gens, il faut mieux passer par le roman, les discours tels que nous faisons, les débats, les images? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut enfin toucher les gens suffisamment pour que l'esclavage, qui encore une fois n'est pas de l'histoire ancienne, puisqu'aujourd'hui, vous en avez donné les chiffres, continue, des petites filles, des femmes, pour que cela puisse cesser? Par quoi faut-il passer pour toucher vraiment tout le monde? Je peux dire tout, mais aujourd'hui, au fin fond des villages, il y a les télévisions. Oui. Parce qu'au village, ils ne vont pas lire, Lady, mais ils vont regarder la télé. Votre émission aujourd'hui est regardée dans le monde entier. Pas votre, Lady, je fais pas de sentiment là. Mais la télévision aujourd'hui, il y a les personnes en Afrique qui préfèrent acheter la télévision que de manger. Donc, la télévision est bienvenue. Parce qu'ils ne vont pas lire, mais ce n'est pas sans façon. Mais c'est pour ça que vous êtes venus on est là parce qu'ils vont regarder la télé et grâce à la télé, Aminata va bien se vendre encore. Nous sommes d'accord, non? Oui, et grâce à Aminata, les gens seront encore mieux sensibilisés à ce qu'ils ne veulent pas voir. J'espère que oui. Et parfois, la fiction, parfois le roman, parfois les œuvres de l'imagination nous aident à vraiment saisir et ressentir l'histoire de l'humanité. Parfois, tout est utile. Les livres d'histoire sont utiles. La musique, l'art visuel. Je ne trouve pas qu'il y a le besoin de choisir ou de préférencier d'avantager un vis-à-vis l'autre. Mais il y a 1000 façons de s'exprimer, 1000 façons de s'engager dans la société. Je ne dis pas que l'écriture ou que le roman est meilleur qu'un autre outil, mais c'est le mien. C'est l'outil que j'ai, c'est l'outil que j'utilise. C'est celui que vous avez choisi. C'est la façon dont je rejoins
les gens. Et je crois parfois que l'imagination, que les actes de l'imagination sont une belle façon de rejoindre les gens et de les exciter, de les faire mieux comprendre. Et la peut-être vie. aussi, avec moins de difficultés, d'être un peu plus, prendre un peu de distance avec une réalité qui serait beaucoup plus difficile à appréhender, autrement beaucoup plus violente peut-être. Oui, et c'est abordable, c'est accessible. On peut utiliser, on peut quand même ajouter les tranches de lumière, de l'humour. On n'est pas obligé d'attaquer le lecteur avec une violence constante. On est capable quand même de doser les problèmes et de trouver de l'espoir en écrivant et en offrant de l'espoir au lecteur. On a tous besoin de l'espoir lorsqu'on vit et lorsqu'on écrit. Voilà, vous qui êtes Aminata, d'une manière ou d'une autre, ou qui l'avez été à un moment de votre vie, merci de nous rejoindre au cœur de cette émission où vous pouvez participer en apportant vos points de vue à ce qui se dit. Il est important de préciser que certes, Aminata, c'est l'héroïne de votre roman, mais il existe donc le Fonds Aminata qui, entre autres, donc, finance le club d'autonomisation des filles. De quoi s'agit-il ? Mais le Fonds Aminata est un fonds que ma femme Miranda et moi, nous avons créé pour appuyer l'organisation Carrefour Canadien International qui s'oriente envers les programmes du support pour aider les filles et les femmes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans certains pays en Afrique vers le sud du continent. Alors, le Fonds Aminata encourage simplement les Canadiens à faire des dons afin que l'organisation Carrefour Canadien International puisse appuyer les programmes d'appui aux femmes et aux filles en Afrique. www.lawrencehill.com pour aller sur le site de l'auteur de Aminata, pour voyager à travers le site et arriver certainement sur le club d'autonomisation des filles. Les filles d'Afrique aujourd'hui, les femmes de demain? Oui. Que leur manque-t-il à votre avis? Comme quoi? Pour être le mieux qu'elles pourraient l'être. Ce qui leur manque, c'est... Si vous aviez un balai magique comme le mien, par quoi commenceriez-vous pour leur apporter quelque chose? Il faut qu'elles commencent à croire. Il faut une personne, comme vous avez le balai là, il faut que la personne croie que ce balai là est pour quelque chose. Moi, dès que je l'ai vu sur votre table, je sais de quoi il s'agit. De quoi s'agit-elle? C'est le pouvoir de l'Afrique. C'est le pouvoir de l'Afrique. Le saviez-vous? Parlez-moi donc. Alors? Justement, le ballet, c'est vrai qu'elle a invoqué le... J'ai une histoire sur le ballet, quelqu'un qui est en train d'écrire, expliquer le ballet de l'Afrique. Lady, le Cameroun, son pays, son village lui ont donné le pouvoir. Ah oui? Oui, c'est le pouvoir. Il faut y croire. Tout est question de foi, Lydie. Tout est question de croyance. Moi, quand je l'ai vu, avec ma foi, mais je n'oublie pas mes origines. Je suis heureuse d'être venue ce matin. J'ai appris quelque chose qui m'édifie, c'est le moins que je puisse dire. Le balai, les femmes, elles ont toujours le balai entre les mains. Alors, le balai entre les mains pour les tâches domestiques. Est-ce que cette personne, cette femme, ces héroïnes de chaque jour que l'on ne voit pas comme héroïnes, mériteraient peut-être, et là je parle là du regard des hommes, leur changer de lunettes pour les accompagner, leur donner un regard nouveau sur les femmes qui les entourent, les femmes qui vont dans les champs, les femmes dans les villages. Elles font des tâches domestiques et on pense que c'est normal. Effectivement, c'est normal, mais on oublie de voir, vous l'avez dit, l'âme qu'il y a derrière. Vous parlez de pouvoir, la force qu'il y a derrière. Oui, on oublie de voir la force, on oublie de voir l'âme et on oublie parfois aussi de voir leurs besoins quotidiens, qu'il s'agit des soins de santé ou de l'éducation ou de la protection contre la violence contre les femmes ou de la possibilité de participer dans la vie politique des nations. Il y a tellement de façons, ou de participer dans l'économie, dans les commerces, dans les industries, de créer des entreprises, d'avoir assez de fonds, assez d'argent afin de pouvoir créer une petite entreprise. Il y a 1000 façons d'appuyer la femme
dans la société africaine moderne. Le ballet, ça représente, j'imagine, symboliquement surtout la tâche domestique traditionnelle de la femme, mais il y a beaucoup d'autres façons d'envisager le rôle de la femme dans la société africaine. Et donc, on va nous appeler pour nous dire quelle est la signification de ce ballet, sachant que lorsque le ballet est dans les mains d'un homme, il représente autre chose. C'est le chaos dans les mains d'un homme. C'est vous qui le dites, ça n'est pas moi. Oui, allez-y. Concernant le ballet dans les mains d'un homme, c'est le pouvoir hier. Mais le ballet, pour expliquer le ballet, la femme qui est en train de balayer, si on ne balaye pas la maison pour enlever tout ce qu'il y a de mauvais, mais la maison, elle est dégueulasse. Donc, depuis les origines, la femme porte le pouvoir, le balai, c'est la puissance. La puissance, parce que la femme, elle est puissante. La femme, vous dites que ce n'est pas seulement le ménage, non. Ce n'est pas seulement les tâches domestiques, non. Moi, je ne vois pas la femme noire, les tâches domestiques. Je vois plutôt, moi, après la télévision, je vais aussi aller faire le ménage. Lady, après son émission, Lady va faire son ménage comme toutes les femmes. Avant. Ou avant, parce que la femme est d'abord... Moi, faire le ménage, c'est plutôt une joie de voir comment je vais faire briller mon appartement. Et si vous venez, vous trouvez... Le balai, c'est une force, contrairement au ménage. Oui. C'est pas, je ne le prends pas au ménage, je prends plutôt que c'est la force de la femme depuis les décennies. Je comprends. Monsieur à Toulouse veut intervenir sur le ballet. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour, mais écoute, j'appelle par rapport sur le sujet du ballet. Le ballet en Afrique n'a jamais été le pouvoir. Ça, c'est pas vrai. Le ballet que vous avez sur la table, on appelle ça, c'est un chasse-mouche. De part, on était victime de mouches tétiers. Il fallait frapper avec ce ballet. C'est d'abord ça, ça n'a jamais été le pouvoir. Le pouvoir en Afrique, c'est la canne. C'est la canne qu'a le roi, c'est la canne qu'a le chef du village qui a le pouvoir. Ça n'a jamais été un ballet. Le ballet qu'avait le chef du village, c'était juste un chasse-mouche. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, ce sont des points de vue, ne épiloguons pas sur le ballet. Le ballet reste quand même un sceptre, nous disait quelqu'un qui est passé sur ce plateau d'ailleurs, un sceptre qui réunit, les brindilles sont différentes, c'est la population, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, mais ce fil qu'il y a là, c'est pour garder l'unicité de tout cela, et celui qui le tient à la main, contrairement à ce que vous nous en dites, c'est quand même celui qui tient le pouvoir. Alors, au-delà du ballet, retour donc sur Aminata, notre héroïne, pas notre héroïne du jour, mais notre héroïne toujours, parce que au-delà de ce qu'il y a dans ce roman, c'est encore un fonds qui accompagne les coopératives féminines locales. Est-ce que lorsque vous arrivez sur place pour apporter ce que vous pouvez apporter avec des bénévoles, des collaborateurs, vous venez pratiquement tous du Canada, êtes-vous bien accueillis sur place dans les pays où vous voyagez? Oui, on est très bien accueillis. On a toujours été très bien accueillis. Carrefour canadien international existe depuis environ 50 ans. Je pense que la raison pour laquelle on est bien accueillis, c'est parce qu'on travaille étroitement avec des organisations africaines. On n'y va pas là avec nos propres idées vis-à-vis comment aider les gens ou comment faire des projets de développement communautaire. On travaille étroitement avec des partenaires africains. Alors oui, on est bien accueillis. Est-ce que vous arrivez à rentrer en contact avec les bénéficiaires de ces actions-là? Je parle là des femmes et des filles. Est-ce que vous avez ce contact ou est-ce qu'il faut passer par des organisations locales, comme vous le dites, ou souvent ce sont les hommes qui sont à la tête de ces organisations? Mais généralement, ce sont les organisations qui font ce travail-là et donc on est en contact avec les bénéficiaires à travers les organisations avec lesquelles on travaille. Souvent, ce sont des femmes qui sont en tête des organisations surtout qui militent, qui se mobilisent en ce qui touche les droits de la femme en Afrique. Ce sont souvent des femmes qui mènent ou qui sont très impliquées dans ces organisations-là. Aujourd'hui au Canada, quelle est la situation sur les questions de genre, le rapport social femmes-hommes? Est-ce que les hommes, notamment, ont enfin accepté que les femmes, ma foi, peuvent être éligibles aux mêmes droits que eux? Mais je pense que ça dépend de l'homme. Je ne pourrais pas généraliser absolument, mais la femme est capable de bénéficier de tous les droits de la personne qui existe pour les hommes au Canada, que ce soit des droits d'avoir accès à l'éducation, les droits légaux.
les droits politiques. Il s'agit d'un pays où on est censé être égal hommes et femmes. Je ne dis pas que ça se traduit de façon parfaite dans la vie quotidienne de tous les gens. Il y a toujours des inégalités au niveau du revenu, au niveau du pouvoir politique, au niveau même du pouvoir domestique. Mais légalement et officiellement, il s'agit d'une société égale. Si au niveau du pouvoir domestique, ça devient compliqué, pourtant on sait qu'un balai ne coûte pas cher, c'est ça le pouvoir domestique, mais plus sérieusement, le pouvoir économique dans la société. Tout à l'heure, on parlait du livre, des livres en général. Pourquoi un livre? La question de l'alphabétisation, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la lecture, c'est une urgence pour vous, à votre sens? Oui. Ce que je veux réagir sur ce qu'il vient de dire, sur on a parlé de l'esclavage et il a dit l'inégalité. Vous savez, même au Canada, aujourd'hui, c'est une société qui a évolué des années, des centaines d'années au-dessus de l'Afrique. Mais il y a aussi une autre sorte d'esclavage. Si ça se répercute dans le couple ou dans le couple, c'est que indirectement, c'est de l'esclavage. Officiellement, pour les lois, il y a l'égalité, mais officieusement, il y a l'inégalité. C'est une sorte d'esclavage. Qu'on en parle officieusement, parce que la société canadienne a évolué des centaines d'années au-dessus de l'Afrique. Alors, à quoi faites-vous allusion exactement? Je fais allusion que il va en Afrique, il voit l'esclavage pour libérer les femmes. Lui, en tant qu'homme, il devrait d'abord commencer à parler aux hommes. Vous êtes d'accord avec cela? Mais je pense que c'est très vrai qu'il faut parler aux hommes afin de promouvoir l'égalité entre les sexes. En Botswana, il y a un programme avec lequel Carrefour canadien est impliqué. Il s'agit de combattre une longue histoire de violence domestique. Et une des façons dont on essaie de combattre cette violence domestique, c'est de parler aux hommes, d'avoir les hommes qui sont des modèles à jouer, qui parlent à d'autres hommes de pourquoi il s'agit absolument arrêter de pratiquer, de perpétuer la violence domestique. Donc, je suis d'accord, il faut absolument aborder l'homme afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Vous êtes sensibilisé à cette question-là. À votre avis, pourquoi les hommes sont réticents souvent à toutes ces questions? On parle d'émancipation des femmes. Est-ce que c'est parce que les hommes redoutent que les femmes reprennent le pouvoir? Qu'est-ce qui, à votre avis, pose un frein à ceux des hommes qui n'acceptent pas cette dynamique? C'est peut-être la crainte, c'est peut-être l'ignorance, c'est peut-être le désir de ne pas perdre le contrôle. Je ne sais pas, ça dépend de l'homme. J'ai parfois du mal à imaginer pourquoi un homme pourrait résister à l'émancipation totale de la femme. Quand même, nous, les hommes, on a des femmes qu'on aime, on a des filles, nos propres filles qu'on aime. On ne voudrait pas voir nos filles avoir une vie épanouie, avoir toutes les possibilités que nous avons connues en tant qu'hommes. C'est difficile d'imaginer pourquoi un homme voudrait empêcher sa propre fille à avoir toutes les possibilités imaginables dans la vie. Alors, c'est difficile parfois de répondre à votre question, mais c'est peut-être la crainte, c'est peut-être l'ignorance, c'est peut-être le contrôle, la tradition. Nous allons prendre Madame en Allemagne et ensuite Berthe Bella, je vous demanderai donc de donner votre point de vue sur pourquoi les hommes... Alors, Madame, bonjour. Allô, allô? Bonjour, Madame. C'est pour rebondir à ce que Madame et votre invité vient de dire à propos de l'esclavage dans le foyer. Nous vous écoutons. C'est bien vrai, elle a raison. L'esclavage commence par là. Ça commence par là. Si on ne parle de l'esclavage que nous parlons là, ça commence du foyer. Les hommes, ils parlent plus de ça, mais ne regardent pas leur comportement vis-à-vis de leurs femmes,
de leurs enfants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec madame sur le plateau. Mais je ne suis pas tellement bavarde et j'aimerais passer et sur votre chaîne, mais j'aimerais bien que vous m'aidiez à éditer quelque chose que j'ai rédigé avant de pouvoir venir sur votre plateau. J'en ai tellement de choses à raconter, mais je ne suis pas bavarde. Adressez-nous votre mail à l'adresse de l'émission ladyvousécoute@telesud.com. Madame, pour que nous puissions donc travailler à cela. Madame vous donne raison d'une part, mais avant cela, vous vouliez donc, vous, nous donner votre point de vue sur le pourquoi de la réticence des hommes en général sur l'émancipation des femmes, l'émergence des femmes en politique, la liberté des femmes. Déjà, je donne un conseil à tous les hommes. Écoutez Lady Di. Oh là. Parce que là, grâce à Lady Di, nous sommes ici aujourd'hui. Hommes, écoutez très bien. Un homme ne doit pas avoir peur d'aider sa femme à s'épanouir. Une femme est une mère. Et un homme épanoui, c'est un homme qui est aimé par sa femme. L'amour ne fait pas du mal. Vous avez peur des femmes pour rien, mais les femmes, c'est la femme qui construit l'homme. Et l'homme qui est épanoui, c'est un homme qui est aimé de sa femme. Arrêtez d'avoir peur des femmes. Un homme qui se sent heureux, c'est un homme qui a tout l'amour de sa femme. Une femme, malgré qu'elle ait tous les pouvoirs de faire que vous lui donnez, la femme reste femme. Moi, quand j'aime, l'homme est mon prince. Est-ce que ça n'est pas beau tout cela? C'est très beau. Alors, messieurs, vous êtes donc des princes lorsque vous êtes aimés. Et enfin, toutes les Aminata avec lesquelles vous vivez sont vos héroïnes. Il y a cette action des vélos pour le vote. Avant que de parler des vélos, parlons du vote. Le vote, tout le monde sait ce que c'est. Tous les hommes savent ce que c'est que d'aller voter quand bien même ils n'y vont pas. Est-ce que toutes les femmes font usage du droit de vote alors qu'elles en ont la possibilité, à votre avis? Pas toujours, c'est pas toujours possible. Il y a toutes sortes d'obstacles à la participation politique de la femme dans le monde, ailleurs au monde aussi, mais en plus en Afrique. Oui. Alors, les bicyclettes pour la vote, c'est une activité financée en partie par Carrefour qui fournit les vélos aux femmes qui veulent se faire élire. Alors, si elles veulent se déplacer avec un vélo, elles peuvent couvrir plus de territoire, elles peuvent obtenir plus de votes, elles peuvent gagner plus de support politique et ça marche bien, en fait. Des vélos, donc, pour faire les campagnes? Oui. Oui, pour faire les campagnes électorales dans les zones rurales où une femme aurait autrement la difficulté à se déplacer. En rappelant que c'est une action donc dans le prolongement de votre roman qui s'intitule Aminata, le fonds Aminata, la fondation Aminata ou le fonds Aminata finance des vélos pour les votes, c'est au Ghana. Hein. Pourquoi le Ghana? Pourquoi des vélos? Pourquoi pas des voitures? Mais parce que parfois, un vélo, c'est tout ce qu'il faut. Si on est dans une zone rurale où les gens n'ont pas beaucoup, parfois, un vélo, c'est tout ce qu'il faut pour... C'est pas cher, c'est pas difficile de se mettre là-dessus et c'est pas difficile de couvrir plusieurs dizaines de kilomètres assez facilement. Alors, les femmes qui ont pu avoir des vélos, qui faisaient des campagnes électorales, avaient généralement du succès une fois avoir acquis un vélo. Alors, parfois, des petites affaires simples et pas trop chères peuvent aider beaucoup et peuvent faire vraiment une différence locale, régionale dans la vie des gens et dans la vie des femmes. Alors, c'est pas moi-même qui ai conçu cette idée-là, c'est un programme créé par Carrefour Canadien International. C'est une des plusieurs activités que j'appuie avec ma femme Miranda. Mais c'est une activité qui a été conçue et financée par Carrefour Canadien International. Monsieur à Avignon, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour. En fait, j'appelle pour dire un grand merci à ces deux invités parce que je suis un jeune homme et je partage entièrement leur avis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme, de par son ignorance de la connaissance de la femme,
il passe son temps à penser que la femme est un objet. Et aussi, je voudrais dire un grand merci à la maman qui vient de donner un grand conseil aux hommes, qu'ils soient petits, moyens, grands. Et que je pense que nous, les hommes, nous devons aussi écouter plus souvent Lydie. Parce que je pense qu'on aura beaucoup à apprendre. Et parce que moi, ça fait ça fait pas longtemps que je me mets à écouter votre émission. Donc, et depuis, j'apprends beaucoup de choses. Et il faut savoir que la femme est à l'homme ce que Dieu est à la religion. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Retour donc sur cette action des vélos pour les votes. J'aurais voulu que vous réagissiez à cela. On parle là de l'accompagnement de l'émergence des femmes en politique. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, ce sera une réalité suffisamment répandue partout dans le monde, en Afrique, au Pakistan, ou que l'on veuille que les femmes aient une véritable place en politique? Est-ce que, encore une fois, les sociétés, et là, ce ne sont pas que les hommes, est-ce que les femmes elles-mêmes accepteraient d'être dirigées par des femmes, par exemple, en politique? Oui, les femmes accepteraient, c'est les hommes qui n'acceptent pas Lydie. Parce que même dans les campagnes politiques, on a besoin de la femme pour avancer. Je l'ai fait. Je l'ai fait, Lydie. Je l'ai fait parce qu'en 92, on m'a fait appel au Cameroun pour représenter la femme, Berthe Mbela, femme d'affaires, pour intervenir pour notre président de la République, pour dire aux femmes, venez pour voter le président et pour libérer la femme, parce que la femme au Cameroun n'avait pas le droit de voyager sans l'accord de son époux. Donc on a eu besoin de la femme en politique. Mais je ne suis pas une politicienne, Lydie. Je n'ai jamais fait la politique, mais juste, on m'a appelée juste pour intervenir comme femme d'affaires, libérer, je suis quand même d'origine camerounaise, donc pour libérer la femme et que la femme comprenne qu'elle a maintenant le pouvoir d'aller faire ses business au Gabon sans avoir l'autorisation. Oui chérie, est-ce que tu peux signer mon papier pour sortir? C'était ça. Alors, est-ce que vous avez réussi? Oui. Bon. Au Cameroun, aujourd'hui, la femme n'a plus besoin de l'autorisation pour sortir. Sinon, votre mari venait vous sortir de l'avion pour que vous ne voyagez pas. Tant mieux. Oui, Lydie, la Bravo. femme doit être à la scène politique. La preuve, vous voyez très bien les femmes qui osent aujourd'hui présenter leur candidature pour les hautes places. Petite pause dans cette émission, une vidéo qui campe des situations des femmes avant le retour dans notre discussion avec, en tête d'affiche aujourd'hui, Aminata, notre héroïne. Regardez avec nous, à tout de suite. Ok, 60. La différence entre toi et moi? Regardez-moi dans les yeux. O que me faz sentir africana? Sei que vamos cair em estereótipos. Parce que toi, tu es blanc, je suis noire. Bon, les amis, je vous présente Élise, qui va passer la journée avec nous, qui est brésilienne et qui est en train de faire des portraits de femmes africaines. This is the story of the African woman. Eu, sul-americana, moradora de uma grande cidade, solteira, profissional liberal, 30 anos. Saí do conforto para buscar raízes e tentar entender o que nem sempre conseguia. As outras, que moram do outro lado do mar, às vezes no oposto do meu mundo. No fundo dos outros olhos, tentava me imaginar ali, sendo ela, elas, Ici, au pays d'Oran, toutes les femmes sont égaux. Je trouve que je m'inscris dans mon temps dans la société marocaine. Ah, você vem da África? تشلحي تدير كل شيء خفيف الزفاف. I think I live better now after being diagnosed HIV before, more than before, because I know my limits. Ici même, il y a des hommes qui ont 5 femmes, 6 femmes. C'est normal. C'est normal. This man
these sons of Aí eu Adam. fico pensando, não, eu vim da África, mas eu vim de Cabo Verde, da África. Parece que a África é um país énorme, né? Et je pense que le message un peu du voile, c'était ça, hein, pour qu'on regarde une femme dans les yeux et pas ailleurs. Ça, c'est la philosophie un peu, mais ça rejoint aussi la philosophie féministe. Il est approprié que chaque société fasse sa propre analyse. Fala de tudo e de nada. Il n'y a pas de modèle parfait de la situation de la femme. Mon mari a des femmes. Bon, sur les jours que tu as préparé, donc c'est les jours, ton mari il dort avec toi. Mais au fond, nous sommes pareils. On rit pour les mêmes choses, on pleure pour les mêmes choses. Et quand on se regarde dans les yeux, on se comprend. O que me faz sentir africana? Nada, tudo. O que te faz sentir brasileiro? Quero. De repente eu acho a resposta também. Quelques images des femmes du monde. Merci de rester avec nous dans Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons d'Aminata, héroïne du roman éponyme, avec sur le plateau l'auteur qui nous arrive tout droit du Canada, Monsieur Lawrence Hill. Je n'ai pas dit Lauryn Hill parce que bien sûr, on a les références que l'on peut. Avec nous sur le plateau, femme d'affaires Berthe Bella, écrivain par ailleurs, et vient de nous rejoindre sur ce plateau Ange Tiama, déléguée à la communication de l'ARZET, qui est donc une association. Bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Et j'ai envie de dire roulement de tambour, c'est quand même une Miss Diba, Miss So, ambassadrice de l'association So. Tout à fait. Merci de vous joindre à nous. Merci à vous. Vous aussi, nous avons parlé, et vous l'avez entendu en première partie d'émission, de ces schémas de femmes. Est-ce que vous avez des réactions? Oh, pas vraiment, mais parlant d'Aminata, pour une femme en Afrique, vous savez, les femmes ne sont pas subalternes, mais je pense qu'une femme en Afrique a beaucoup de place. Parce qu'en général, l'homme, quand il va sous la bapalab, quand il y a un souci, on lui pose un problème, il dit « je vais réfléchir ». En fait, il ne va pas réfléchir, il va poser la question à sa femme. Oui, sous l'oreiller, il va poser la question à sa femme. Et sa femme lui dit bah, « si c'était moi », j'aurais dit ça, ça et ça. Et donc, le lendemain, pour rendre compte à ses confrères, il dit, bon, moi, de mon avis, c'est comme ça, je voudrais que ça se fasse. Voilà. Donc, je pense que la femme a un pouvoir quelque part auprès de l'homme. Nous allons parler d'Arzette dans un moment. Alors, notre Miss sur le plateau, réaction dans ce que vous avez entendu. Seriez-vous notre Aminata du jour? Oui, moi, je rejoins Aminata. Oui. Et comme on dit, derrière chaque homme se cache une femme. Oui. Et donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que la femme a une grande place dans la vie de l'homme et donc dans la vie dans le monde. Et je tiens à souligner que les femmes, à l'heure actuelle, sont très bien positionnées, surtout dans le monde associatif. Car c'est les femmes qui coordonnent le milieu associatif. En tout cas, dans mon association, l'association So, la présidente, c'est Soko Nagari, c'est une femme, et 90% des membres, ce sont des femmes. Un monde de femmes sans les hommes? Non, quand même pas. Mais lorsque vous entendez un homme engagé pour la cause des femmes, tel que l'est Lauryn Hill sur notre plateau, à travers le roman, à travers des actions concrètes, des actions de terrain, tous ces engagements-là, comment est-ce que cela vous parle? De la part d'un homme, surtout. Encore plus de la part d'un homme. Parce qu'un homme qui s'engage pour venir en aide aux femmes, c'est un très bel engagement. Mais merci, mais il faut le faire. J'ai 4 filles, alors qu'est-ce que je veux dire à mes propres filles si je ne dis pas que j'œuvre avec ces filles en tête? J'ai un garçon aussi, mais pour moi, il est impossible d'imaginer une vie inégale de nos jours entre hommes et femmes, parce que cette inégalité va effectivement nuire aux hommes. En général, les hommes sont attendris par la situation de leur mère, de leur sœur, et surprise des surprises, quand c'est leur compagne, leur femme, ils n'ont plus tout à fait la même approche. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Bon, si je peux rebondir sur la question, c'est que l'homme vient avec son éducation, la femme aussi vient avec son éducation.
Et c'est deux libertés qui se croisent. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Mais l'homme, il a toujours tendance à dire, c'est moi le chef. Mais c'est le chef même, en fait, c'est la femme à la maison. Parce que c'est la femme qui coordonne tout à la maison. C'est la femme qui tient le balai. Je savais que vous alliez prendre ce balai-là. Vous pensez qu'il était là pour rire? On l'a touché. Touchez-le. Je vous donne 5 minutes. C'est ça. 5 minutes et c'est tout. Oui. Ce n'est pas que de la déco, c'est le balai du pouvoir, vous disait-on. Donc, l'homme, il a tendance à dire, c'est moi le chef. Et généralement, quand ça ne va pas dans la famille, s'il y a un enfant qui ne va pas bien, qui n'étudie pas bien ou qui fait un peu de conneries, tu es comme ta mère. Mais il ne peut pas être comme sa mère, puisque le géniteur, c'est le père. Madame Anime, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle donc de Nîmes. Je voudrais juste intervenir par rapport à ce qu'a dit votre invitée, qui est donc femme d'affaires. Oui. Qui parlait un tout petit peu de l'évolution de la femme au Cameroun, puisque je suis du Cameroun aussi. Je souligne quelque chose pour dire, elle disait pour que la femme parte du Cameroun aujourd'hui, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, je suis bien d'accord. Ça, c'est déjà un pas de fait, mais il nous reste encore bien des choses à faire, nous les femmes, qu'on se serre les coudes, que nos frères aussi qui sont de notre avis se joignent à nous au Cameroun pour essayer d'évoluer, parce que si la femme est heureuse à la maison et si l'homme est heureux, c'est l'harmonie totale. Mais je trouve quand même certaines lois qui mettent encore la femme dans la situation d'avant, qui freinent la femme camerounaise d'aujourd'hui à aller de l'avant. Je fais allusion à une loi. J'ai été confrontée à une situation que j'ignorais d'ailleurs qu'elle existait. Je partais à l'hôtel de ville de Yaoundé pour signer un papier, sachant que les bureaux allaient fermer dans 1 heure de temps. Je venais d'un bout de la ville, j'étais habillée en tailleur pantalon et tunique qui dépassait les genoux d'ailleurs, donc c'était pas une tenue provocante. Et j'avais un rendez-vous là tout de suite dans 30 minutes à la porte. Le vigile me dit, madame, vous n'entrez pas. Il me fait des gros yeux. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais qu'il blaguait. Il me dit, vous n'entrez pas? Je dis, pourquoi? J'ai rendez-vous. Il me dit, parce que vous êtes en pantalon. J'ai d'abord souri, j'ai dit, au fond de moi, peut-être qu'il rigole. Et j'ai dit, mais et les messieurs qui sont là-dedans, ils sont habillés comment? Ils sont en jupe? Il me regarde, il est furieux, je vois qu'il ne rigole pas. Je dis, non, là, c'est pas de la blague. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai rendez-vous là tout de suite. Il me dit, vous n'aviez qu'à vous habiller en robe parce qu'il est interdit d'entrer dans les bureaux administratifs habillé en pantalon. J'ai dit, mais vous voyez, ma tunique déborde. Si vous voulez, j'enlève le pantalon. Ça restera comme une robe. J'ai rendez-vous, c'est urgent et je dois retourner en France dans quelques jours. Si je rate ce rendez-vous, c'est important. C'est pour mon fils. Il me dit, je m'en fous de ce que vous parlez, mais je vous dis, vous n'entrez pas. Je suis allée de l'autre côté de la route, téléphoner au monsieur avec qui j'avais rendez-vous. J'ai dit, si vous voulez reporter le rendez-vous, je ne peux pas entrer. Et le monsieur est sorti de son bureau d'état civil pour venir me chercher dehors. Et on est entré, j'ai jeté juste un clin d'œil à ce monsieur. Je lui ai dit, c'est affiché nulle part que les femmes en pantalon n'entrent pas. Et comment on fait? Je suis revenue ici et ça me tracassait toujours. C'est pour ça que je vous dis, si vraiment nos frères camerounais veulent nous aider à avancer, que les députés essaient de revoir ces lois-là. C'est pas la tenue vestimentaire qui travaille, c'est la tête qui travaille et on travaille au coude à coude avec nos frères camerounais pour que notre pays avance. Merci, merci madame. Si je retourne me changer, alors, le dossier va freiner. Merci beaucoup madame. Réaction d'un homme, vous n'êtes pas en jupe, vous êtes en pantalon? Non, cette fois-ci, j'ai laissé la jupe à la maison. Alors tout de même, c'est terrible. C'est pas un cas rare. Hein? Mais c'est un cauchemar, c'est complètement absurde et tout à fait injuste. Qui a le droit d'empêcher une femme à entrer, faire des affaires, faire ce qu'elle doit faire dans une édifice parce qu'elle porte quelque chose que cet homme-là n'aime pas, parce qu'il se sent intimidé, peut-être qu'il a crainte, peut-être qu'il a peur de je ne sais pas trop quoi, mais elle doit porter ce qu'elle veut porter. Sinon, 60 coups de fouet, vous êtes au courant quand même qu'il y a eu une consoeur journaliste qui a écopé de coups de fouet et d'emprisonnement parce qu'elle avait porté un pantalon large en plus, même pas un pantalon moulant.
Oui, c'est très dérangeant. C'est complètement... c'est impossible. Il faut changer. Qui va changer? Ça, c'est la question. Alors, je vous rassure, ça n'est écrit nulle part, mais bon, il y a comme ça des élucubrations qui font que les gens se versent dans des excès. Nous allons passer à vos deux actions. Vous avez des choses à nous annoncer. Mais pour finir sur le pantalon et l'interdiction des femmes, donc oui. Je peux réagir? La dame qui a parlé, elle a raison. Et elle n'a pas dit le mensonge. Ça, c'est vrai au Cameroun. Mais il faut, c'est vrai, que les hommes réagissent. C'est pour ça que je lui ai demandé, je lui ai dit, il faut commencer par les hommes. Ils ont fait un pas de signature de papier, de passeport pour voyager les femmes, mais il faut le pantalon, ça c'est resté dans, ça c'est dans la tête. Qui porte la culotte? Qui porte la culotte? C'est parce que l'homme en voyant la femme en pantalon dans le temps, voyait un homme dans la maison. Je veux bien dire aux hommes encore d'oublier le passé. La femme reste la femme. Avec ou sans pantalon? Avec ou sans pantalon. C'est avec la femme que le pays avance. C'est avec la femme qu'un couple avance. C'est avec la femme que tout avance. Aujourd'hui, la femme doit se sentir libre dans les bras des hommes. En pantalon ou en jupe? Ou en jupe, on reste la femme. Et la femme qui est une vraie femme respecte son mari. Même en ayant le balai comme Lydie dit. Et le pantalon. Même avec balai et pantalon. Ange Tiama, je le disais, déléguée à la communication d'Arzef. Alors, qu'est-ce que c'est Arzef? Arzef, c'est l'association des ressortissants des Zédis en France. Oui. Ça veut dire, Zédi, c'est un canton du département de Gagnoa, situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et nous avons une association qui est créée depuis le 23 juin dernier, en 2004. Il y a eu des élections et M. Chouan a rapporté, a été élu. Est-ce que des femmes se sont présentées? Parce que moi, je ne perds pas le nord. Hein. Des femmes se sont-elles présentées à ces élections? Non, il y a eu 2 hommes. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de femmes? Bon, parce que peut-être qu'elles n'avaient pas envie, certainement. Avez-vous fait ce qu'il fallait pour que les femmes se sentent concernées par cette candidature? Sûrement. On a fait ce qu'il fallait. Mais moi, j'étais un peu fébrile, donc je n'ai pas pu me présenter, sinon j'aurais fait. Fébrile au sens propre comme au sens figuré? Les deux. Alors, donc, vous avez une rencontre? Oui, on a une rencontre bientôt, le 23 juin. Oui. Avant, ça se faisait régulièrement chaque année, mais vu la situation sociopolitique que personne n'ignore en Côte d'Ivoire, on a dû stagner. Et c'est pour rappeler aux confrères que ça existe toujours l'association et que s'il y a des personnes qui se sentent proches de l'association ou même qui sont partisanes ou par affiliation aussi, quelqu'un qui est marié à un BT de Zédi, qui voudrait bien s'inscrire, adhérer à cette association, elle sera la bienvenue. Le 23 juin 2012, on a une sortie de, comment on appelle ça, de la soirée des retrouvailles. C'est une soirée socio-culturelle, en fait. Alors, le lieu, s'il vous plaît, pour que... Le lieu, c'est à Aubervilliers, 29 rue Sadi-Carnot. À quelle heure? De 20h à l'aube. Qu'est-ce que vous allez faire de 20h à l'aube? Est-ce que ce sont les sempiternels « je bois, je mange, je danse » ou est-ce qu'il va enfin se passer dans ces soirées de la diaspora africaine autre chose? Oui, il y aura beaucoup de choses. Il y aura de la danse africaine, la danse ivoirienne. Il y a des invités surprises. Il y a des artistes du terroir qui seront là, en l'occurrence Série Simplice, Koudou Zeblès, qui sont ressortissants du canton Zédi. Et même, on convie aussi aux autres cantons, donc Badi, Nekedi et tout ça, à cette manifestation. Voilà, donc rendez-vous pris, ne manquez pas, elle l'a dit, hein, on boira, on mangera, on dansera. J'essaie de lui faire dire le contraire, mais non, c'est bien cela. Notre Miss sur le plateau, avant de vous donner la parole, peut-être que dans la série, dans la déclinaison des actions, en partant d'Aminata, l'héroïne de votre roman, les actions concrètes que vous menez sur le terrain en faveur des femmes, des filles, peut-être une Miss Aminata un jour? Un Miss Aminata, c'est-à-dire quoi exactement, un Miss Aminata? Aminata, juste faire un concours de jeunes personnes très intelligentes, avec à la clé une formation, je ne sais pas quoi, pour accompagner l'émergence des jeunes filles? Peut-être, je ne sais pas. J'ai nommé ma fille aînée Aminata. Oui. Alors, l'héroïne du roman est nommée après ma fille aînée, qui s'appelle Geneviève Aminata. Un Miss Aminata, je ne sais pas trop quoi. Il faudrait que j'y songe un peu.
Alors, tenez-nous au courant si jamais vous le faisiez. Alors, oui, alors, dans l'ordre, nous partons à Bordeaux prendre Marie-Madeleine. Ensuite, mesdames, nous en revenons à Miss So sur le plateau. Bonjour. Bonjour Lydie et bonjour à tous vos invités. Bonjour. Bonjour. Je me suis absentée un peu de votre émission pour des raisons des vacances et puis d'autres soucis de santé. Et hier, j'ai pris un petit peu votre émission le soir dans le canapé, comme vous le proposez souvent. Et il y avait une intervenante qui voulait aider la Centrafrique, les femmes centrafricaines. Et elle n'a pas laissé ses coordonnées. J'aimerais bien d'abord repasser mes coordonnées pour qu'elle puisse me joindre. Parce que depuis un certain temps, Dieu m'a mis, en vous suivant aussi, votre émission qui m'a vraiment nourrie, a mis à cœur de faire quelque chose pour la Centrafrique. Alors j'aimerais bien, je ne sais pas, par le biais de votre émission, de demander si elle peut se mettre en contact avec nous. Au 06 20, je vous donnerai peut-être un peu plus tard si vous voulez, je ne sais pas, mes coordonnées téléphoniques. Absolument. Adressez-nous un mail donc à ladyvousécoute@telesud.com. Madame qui avait appelé de Toulouse, je pense, hier, qui parlait des femmes de la Centrafrique, alors que certains messieurs n'étaient pas de votre avis. Voilà, vous avez donc une sœur, une consoeur qui voudrait participer à vos projets. Merci à toutes les deux d'envoyer vos coordonnées donc à notre adresse mail pour que nous puissions servir de passerelle. C'est la fonction première des médias. Merci pour votre appel, Madame de Bordeaux. Miss So, vous avez la parole. Alors, parlons de votre association. Pourquoi une Miss? Oui, pourquoi une Miss? Donc, moi, je me présente, je suis Diba Diallo, j'ai 23 ans et donc je prépare un master en management et stratégie d'entreprise. Donc, je suis l'ambassadrice de l'association So, donc la porte-parole de la jeunesse et donc de l'engagement associatif en France. Donc, So, Smile for the Orphans in the World, un sourire pour les orphelins du monde. C'est une association qui a été créée en 2008 afin de venir en aide aux enfants orphelins en réalisant des chantiers humanitaires. Donc, actuellement, en priorité, on réalise des chantiers en Égypte, au Sénégal et au Mali. Et donc, en tant que Miss So, je devais en fait défendre la cause des enfants albinos et orphelins du Sénégal. Donc, je suis partie au Sénégal du 15 au 22 décembre pour défendre et sensibiliser la population sénégalaise sur l'albinisme. Pourquoi avez-vous été élue Miss? Savez-vous sur quels critères? Vous étiez juste la plus jolie et la plus intelligente? Pas du tout. Alors? Donc, c'est des critères, la motivation, l'implication et l'engagement. Et ensuite, après, la beauté, le sourire, la prestance, l'éloquence, etc. Vous avez raison, ma chérie. Mais le plus important, c'est vraiment l'engagement et ce qu'on souhaitait en fait apporter à l'association. Et donc moi, l'aspect que je souhaitais en fait développer au sein de l'association So, c'est le côté communication. Donc quand je suis partie au Sénégal, c'est moi en fait qui a géré en fait la communication à travers les médias pour sensibiliser la population sénégalaise sur l'albinisme. Nous allons revenir sur ce point, le temps de partir à Rennes. Écoutez une autre intervenante. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Bonjour, tous les invités du plateau. Bonjour. Excusez d'abord ma voix, je suis malade. Alors, moi, je vais revenir sur l'esclavage. C'était pour effectivement dénoncer cette forme d'esclavage très répandue en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, celle qui consiste à exploiter les enfants, à faire des travaux domestiques. Et pourtant, on vénère la femme, mais le constat que l'on peut faire, ces enfants, généralement, sont recrutés par des femmes. Je pense qu'il est important d'éduquer davantage la femme à ne plus entreprendre ce genre d'initiative. Et le mieux, c'est de recruter au moins des personnes adultes pour ces travaux ménagers. Alors, ces travaux domestiques, excusez-moi, moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La souffrance des enfants, c'est quelque chose qui doit être banni. Et je ne comprends pas pourquoi les organisations des Nations Unies ne prennent pas des dispositions en ce sens. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, madame, pour votre appel. Je voudrais que vous réagissiez à cela. Vous vouliez prendre la parole initialement. Alors, sur ce que madame nous dit, l'esclavage des enfants, tout à l'heure nous disions c'est à cause des hommes que les femmes ne sont pas épanouies, sont malheureuses, sont séquestrées. Madame nous dit à juste titre qu'à cause des femmes elles-mêmes, d'autres femmes, des jeunes femmes, des fillettes, sont prises en esclavage domestique. En effet, quand une femme veut se libérer de la lourde charge qui est la sienne,
africaine, elle va avoir à faire recours à une autre femme, jeune, moins jeune, et finalement, on tourne en rond dans ce cercle vicieux. Oui, Lady, c'est vrai. Mais, excusez-moi, couramment, c'est en Afrique de l'Ouest. J'ai été en Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, il y a eu, parce qu'aujourd'hui, l'enfant lui-même ne se laisse pas faire au Cameroun. Et la femme, en allant, pourquoi c'est plus en Afrique de l'Ouest? Parce que quand l'homme vient vous demander en mariage, en partant, on vous donne un enfant pour aller s'occuper des tâches qui sont les vôtres. Et toute la charge tombe sur l'enfant. L'enfant ne va pas à l'école, l'enfant doit rester à la maison pour faire des tâches domestiques, pour la préparer au futur mariage. Les femmes ne préparaient plus aux enfants que de faire à manger aux enfants. Préparer aussi aux enfants, aux jeunes filles, de savoir recevoir leurs hommes, les retenir à la maison et de les caresser aussi. Ils en ont besoin. Excusez-moi, ça n'est pas qu'en Afrique de l'Ouest, par contre, car toute l'Afrique et toute l'Europe, partout dans le monde, la situation des enfants en esclavage domestique... Ça, c'est vrai, puisqu'ils ont parlé de l'Afrique au Cameroun et dans l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et de l'Afrique centrale, il y en a. Mais les enfants eux-mêmes, ils se défendent plus. Mais je voudrais, quand vous dites tel endroit oui, tel endroit non, est-ce que le lieu où cela se passe change quelque chose à cette triste réalité? Parce que ce dont il est véritablement question, c'est de pouvoir participer à alléger la charge de ceux des enfants, nous devons où qu'ils soient. participer d'alléger la tâche qui est lourde à ces enfants qui font les ménages, qui sont esclaves de ménage. Lawrence Hill, sur ce point. L'exploitation de l'enfant, c'est un problème universel. Oui. Il ne s'agit pas uniquement de l'exploitation domestique, il y a aussi l'exploitation industrielle. Il y a des enfants partout au monde, très très jeunes, qui sont obligés de faire des travaux physiques dans les industries, dans les commerces, qui ne sont pas libres ou qui ne sont pas adéquatement compensés, qui sont obligés de travailler beaucoup trop jeunes dans la vie. Alors, c'est un problème universel. Je ne trouve pas qu'il s'agit de parler uniquement de l'Afrique. On le voit partout au monde et ça peut toucher la maison et aussi l'industrie. J'ai failli dire Aminata, oui. Pourquoi j'ai failli dire Aminata? Non, j'étais dans Aminata So, pardonnez-moi. Je voudrais que nous revenions donc sur ce projet contre l'albinisme, c'est cela? Contre le rejet de l'albinisme, précisément. Hein. Alors, comment vous y prenez-vous concrètement? Concrètement, on est parti sur le terrain à Dakar, donc on a pu rencontrer différentes familles d'albinos, parce qu'on est en partenariat avec une association, donc l'ANAS, l'Association nationale pour les enfants albinos au Sénégal. Oui. Donc c'est une association qui regroupe beaucoup d'enfants, d'adultes albinos et en fait les accompagne dans leur vie quotidienne. Donc à travers en fait mon statut de Miss So, moi vraiment ce que je souhaitais apporter, c'était que les gens comprennent et sachent ce que c'est l'albinisme. Donc du coup c'est à travers les médias sénégalais, donc internet, médias, télé, radio, qu'on a pu sensibiliser la population sénégalaise sur l'albinisme. On a été sur le terrain, on a mené des actions avec les enfants et les adultes, donc albinos et non albinos, parce que l'objectif aussi, c'est de regrouper pour qu'il y ait vraiment un échange, parce qu'ils sont vraiment écartés, en fait. J'ai une question là-dessus. De nos jours, les albinos, adultes et enfants au Sénégal et ailleurs en Afrique, est-ce qu'ils sont toujours très, très maltraités? Ils sont très, très maltraités, et ceux qui vivent, c'est criminel. Et par exemple, des exemples précis, il y a des personnes, des albinos qui sont victimes d'abus sexuels, car pour certaines personnes, ils pensent qu'ils peuvent guérir du sida. À l'heure actuelle, en 2012, comment on peut croire en telle chose? Et pareil, ils subissent des mutilations. Parce que les gens ont des fantasmes sur la personne, des personnes albinos, en pensant qu'on peut avoir ceci, devenir comme ci, comme cela. Voilà.
Ouais. Donc, du coup, c'est tous ensemble qu'on pourra faire évoluer les choses. Donc, ça commence par une campagne de sensibilisation pour que pour qu'il y ait un maximum de personnes, dans un premier temps, qui comprennent ce que c'est l'albinisme. Parce que c'est une maladie génétique, et voilà, et c'est juste un manque de mélanine. Et rien d'autre. Rien d'autre. Et pas tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, d'être Miss pour mener une action comme cela, en quoi cela apporte un plus? Imaginez que moi, pas Miss du tout, sans écharpe ni rien, sur le terrain d'une action. Non, est-ce qu'il y a vraiment un plus? Est-ce que vous l'avez ressenti comme tel? Oui, parce qu'il faut vraiment contribuer. Oui. C'est un dévouement pendant une année. On contribue réellement à l'association SO. Et c'est vous qui choisissez ce à quoi vous allez participer, ou est-ce que c'est l'association qui dit la Miss de cette année ira coudre de jolies robes pour Lady? Pourquoi pas? Donc, en fait, non. Donc, à travers l'élection, donc Misso, donc l'ambassadrice gagne un voyage humanitaire, elle doit défendre un projet, mais elle doit aussi contribuer à toutes les actions qui sont réalisées par l'association SO. Et on réalise au minimum 15 actions dans l'année. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Tout votre temps? Pas tout mon temps, parce que je suis aussi chorégraphe et danseuse professionnelle, je suis étudiante, je fais beaucoup de choses. Mais il y a une partie de mon temps par jour que je consacre à l'association SO. Bénévolement. Bon. Voilà, parce que vraiment, ce combat me tient à cœur. Les enfants orphelins ou les enfants albinos, c'est vraiment une cause qui m'intéresse. Et si je peux vraiment consacrer de mon temps pour aider des personnes en difficulté, c'est avec plaisir que je le fais. Si vous voulez donc rentrer en contact avec l'association SO, pas la Miss, merci d'envoyer vos courriels à l'adresse ladyvousécoute@télésud.com que nous redirigerons. Elle saura faire le tri, ne faites pas les malins. Je voudrais qu'on en revienne donc à Arzef, votre structure associative. Arzef, ben oui, mais si j'ai un T qui ressemble à un F, je peux pas faire autrement. Que font les femmes concrètement au sein de cette structure associative? Je voulais rebondir sur une question que vous avez posée, excusez-moi, tout à l'heure concernant la présentation des élus. Pourquoi il n'y a pas une femme à la tête de cette association? Je voulais vous dire que cette fois-ci, c'est une femme du nom de Christine Nieba qui est présidente de l'association. Voilà. Ce que les femmes font concrètement, vous savez que les femmes, si elles ne sont pas dans n'importe quoi, ça ne peut pas réussir. Parce que la plupart, quand on fait des retrouvailles, on a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est parce qu'il y a une section marmite autour des fêtes que les femmes sont les plus nombreuses? Ou est-ce que si c'était une affaire de gros sous, est-ce que les femmes y seraient vraiment représentées? Oh, les sous, ils n'en donnent pas non plus. Donc, les hommes, ils n'en donnent pas non plus. C'est nous, les femmes, qui investissons pour la cause réelle même de notre canton, pour le bien-être de ceux que nous avons laissés derrière nous. Nous sommes leurs paravents aujourd'hui. Il y a nos parents, ils étaient nos paravents, mais aujourd'hui, on succède à nos parents. Donc, si on veut écouter les hommes ou les attendre, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Excusez-moi, monsieur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Nous allons faire 2 tours de table pour finir cette émission qui touche à sa fin. Des messages que vous voulez certainement adresser à notre public. Je vais commencer par vous, Ange Tiama. Rappelez le lieu, la date de cette rencontre, les conditions pour accéder. Est-ce que c'est gratuit, ouvert à tous? Est-ce que c'est payant? Combien faut-il payer? Que ferez-vous de cet argent d'ailleurs? D'accord. La manifestation a pour cause de venir en aide aux parents qui sont au village, au canton Zédi principalement. Et c'est ouvert à tous, mais moyennant les sous, bien sûr. Combien? 20 €. Seulement ou déjà? Non, mais 20 € pour la participation. Alors, pour 20 €, à quoi a-t-on droit quand on arrive dans cette soirée-là? On a droit juste à l'entrée et il y a le repas qui est dedans, qui sera à 5 €. Oui. C'est important de préciser. Bien sûr. Et c'est au 29 rue Sardi Carnot, à Aubervilliers, donc le 23 juin 2012. Et j'invite à Paris, à Aubervilliers. À quelle heure? À 20h30. Bon. Et j'invite tout le monde à venir à cette manifestation. Ils ne seront pas déçus. Parce qu'il y aura aussi des Miss là-bas. Attendez, là, je vais vous arrêter un tout petit instant. Quand vous dites qu'il y aura des Miss, ils ne seront pas déçus, permettez-moi de ne pas entendre ce que je ne voudrais même pas imaginer. Si, je l'ai dit. Qu'entendez-vous par là? Je l'ai dit. Alors, soyons clairs, qu'entendez-vous par là? Il y aura des Miss et donc... Non, quand je dis les Miss, je veux dire ils seront vraiment gâtés par l'association et des femmes, je veux dire des jolies filles qui seront là-bas, ils ne seront pas déçus, ils vont voir une comme Lady par exemple. Pardon? Oui, mais je vous invite. Je ne suis pas sûre que vous soyez en train de parler de ce que je n'imagine même pas. Non, pas du tout.
Alors, revenons aux choses sérieuses. Rassurez-nous, hein. Donc, les personnes qui se déplacent viennent pour se rencontrer et pas pour monnayer quoi que ce soit, les charges de qui que ce soit. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je voulais relever la nuance. Ah non, pas du tout, loin de mon esprit. C'est important. Oui, ce que je voulais dire, ils seront bien accueillis, ils seront dans un bon cadre et la fête ira vraiment pour le mieux. Dernière question, avez-vous pensé plutôt que des Miss pour faire ce service, ce beau cadre et tout, mettre tout simplement des garçons et espérer autant de personnes? Je suis sérieuse. Mais non, tout le monde est convié. Tout le monde est convié. Madame Bella, je voudrais vous donner l'opportunité d'adresser le message que vous voulez à nos téléspectateurs sur les thématiques qui ont été abordées pendant ces 90 minutes. Pendant ces 90 minutes déjà, je commence par la fin. J'ai été touchée par leur association. J'ai été touchée par leur association de ce qu'ils font. Et je souhaite à cette association longue vie. Merci. Parce que quand ça concerne personne sur ce genre de problème, les enfants et tout, la santé et tout, on est touchés. Nous tous, on a vécu en Afrique les albinos dans tout le pays. Je vous souhaite longue vie. Et Aminata, je suis une Aminata. Donc Aminata Mbella. Oui. Donc Aminata, ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. Aminata veut dire toutes les femmes. Que vous soyez martyrisés ou pas, que vous soyez bien ou pas, je participe à la souffrance des Aminata. Et maintenant, les Aminata vont se libérer. Levez-vous et ne soyons plus les Aminata. Nous sommes maintenant tous les Miss. Lady, nous sommes des Miss. Et en plus, derrière Lady, il faut bien que nous soyons derrière Lady pour faire vivre l'émission. Lady vous écoute éternellement. Mes félicitations parce que vous pensez aux parents qui sont derrière. Merci. Parce que on a beau changer de pays, on a beau changer de nationalité, on a beau changer de voix, on est venu de quelque part. C'est sûr. Alors, Diba, regardez-moi s'il vous plaît. Notre Miss se transforme en flaque d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émotion? C'est l'émotion parce qu'en fait, je repense en fait à mon voyage au Sénégal et ça m'a vraiment touchée, donc c'est pour ça. Mais vous êtes très jolie quand même quand vous pleurez. Hein. Vous pouvez rester Miss, ne vous inquiétez pas. Voilà, séchez vos larmes. On comprend votre émotion qui n'est pas feinte, qui est réelle. Et c'est touchant, effectivement. Alors, je ne vous laisse pas parler parce que vous allez nous dire en pointillé. Si, je vais parler. Monsieur Hill, alors, derrière Aminata, derrière toutes ces actions que vous accompagnez, que vous soutenez, moi, je tiens personnellement à adresser un grand hommage à une personne qui s'appelle Miranda, qui se reconnaîtra. Merci à vous de soutenir votre cher et tendre époux dans toutes ces actions. Je vous donne le mot de la fin. Mais je remercie pareillement à Miranda et à toute ma famille qui m'appuie. Mais j'étais heureux de pouvoir parler un tout petit peu d'Aminata dans le roman et dans la vie. Et qu'elle porte des pantalons ou des jupes. On voudrait que tous les Aminata soient libres et soient épanouis. Bon, merci. Alors oui, bien sûr, vous allez nous dire quelque chose, avec ou sans larmes, le maquillage dégouline, mais c'est très bien. C'est la réalité, c'est la vérité dit direct. Nous ne faisons pas semblant. Alors, donc, voilà. Votre mot de la fin. Donc, pour le mot de la fin, j'ai présenté les partenaires de l'association SO et les actions à venir. Oui. Donc, on prépare 4 événements avant la fin de l'année. Donc, le premier, c'est vendredi. C'est donc un repas, donc c'est un concours gastronomique. Donc, un repas presque parfait à l'initiative du comité des Miss. Donc, avec la présence notamment donc, de notre prestataire décoration. Donc, vraiment, Ange Tiama, elle nous soutient. Elle est avec nous, avec les membres de l'association. Elle s'est donnée à fond pour décorer la salle, etc., le jour de l'événement. Donc, ça, je la remercie. Et celle qui nous a invités sur le plateau. Ensuite, donc, il y a l'élection de Misso, le 16 juin. Désolée. Donc, il y a l'élection de Misso le 16 juin. Il y a... je reprends. Allez-y, je me régale. C'est vrai? Oui.
Une Miss en larmes. Alors, méfiez-vous d'Ange Tiama, parce que si vous saviez l'usage qu'elle veut faire des Miss, moi, je continue à m'inquiéter. Nous avons deux mots à nous dire en dehors du plateau. Voilà. Merci à vous qui avez accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour toutes les femmes du monde entier. Merci à vous, Madame Léla. Oui. Dire merci en fait à la styliste qui m'a habillée. Donc, c'est Mama Diva. Donc, je tiens à la remercier. Et remercier aussi le partenaire cosmétique Kayema. Qui m'a coiffée. Voilà. Et donc, un grand bisou à l'association So. Et voilà, donc on vous attend le 27 un repas presque parfait. Et Misso, c'est le 16 juin. Venez encourager les Miss. On vous attend nombreux. Voilà, merci à 3A Télé Sud pour nous avoir accueillis. Et on vous remercie au nom de toute l'association. Pour vous faire pleurer un bon coup, merci pour ce que vous faites pour les albinos. Rendez-vous dans une autre émission. Et merci à vous d'avoir participé. À demain, si Dieu le veut. Il le voudra certainement. Au revoir.